Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de braver l'envie de manger pour venir m'écouter parler un peu de log et de comment peut-être ne plus en avoir peur. Alors, moi je m'appelle Virginie Pajot, je suis aujourd'hui Customer Success Engineer au sein de l'entreprise Quarks Lab. Auparavant, j'ai passé plus d'une dizaine d'années dans le monde du paiement par carte bancaire pour des autoroutiers et pour le monde du transport en commun. J'ai été côté développement, côté intégration, côté qualification, côté assistance et support client technique. Donc voilà, je suis très curieuse, je suis un peu touche à tout. J'adore résoudre des problèmes, j'adore les énigmes, c'est mon calendrier de l'avant, c'est un bouquin d'énigmes. Évidemment, je suis passionnée par la transmission de connaissances, sinon je serais pas là aujourd'hui. Voilà. Un petit point juste sur Quarks Lab où je travaille aujourd'hui. C'est une entreprise qui a été fondée en 2011, qui évolue dans le domaine de la cybersécurité, principalement sur deux axes. Un côté QLab qui réalise des audits de sécurité, des pentests, etc. Donc c'est voilà qu'on peut solliciter pour faire des audits de ces solutions, de ces installations. Et puis il y a un côté plus produit avec la branche QShield dont je fais partie, qui propose des solutions logicielles de protection d'applications ou de protection de données au sein des applications. Voilà, je ne m'étends pas plus dessus. Alors est-ce que vous aussi ça vous est arrivé ? La prod est plantée, il n'y a rien dans les logs. Rien, nada. Voilà, une crainte qui avait été partagée par Olivier Poncet, qui est un petit peu aussi à la naissance de ce sujet. Benjamin Dovissa, lui, pense que ce qui est pire, c'est l'inverse. On a trop de logs. On est noyé dans des lignes de logs. Je vais essayer de pas faire l'abus de langage avec les traces, mais je parle bien de lignes de logs, dans des fichiers de logs. Et voilà, il y en a trop, on ne sait pas quoi faire. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques petites astuces pour trouver un juste milieu, pour avoir quelque chose d'exploitable au quotidien. Donc ça va se faire sur deux axes. Déjà, choisir le niveau de gravité d'une ligne de log et quelles sont les informations importantes à intégrer dans ces lignes pour avoir de quoi travailler. Pour les besoins de cette présentation, je voudrais juste qu'on fasse connaissance avec une équipe d'exploitation. Je vais beaucoup m'appuyer sur ça pendant la présentation. Donc, dans l'esprit de mon discours aujourd'hui, l'équipe d'exploitation, c'est l'équipe qui va être en charge de s'assurer qu'une solution qu'on vend à des clients intermédiaires ou finaux, mais qu'une solution qu'on vend, qu'on met en œuvre et voilà, qu'on fait tourner, fonctionne. Fonctionne que ce soit du point de vue du matériel, donc que les serveurs fonctionnent, que les machines, les distributeurs de tickets de transport, par exemple, fonctionnent, mais également que les logiciels qui s'exécutent fonctionnent également. Une équipe d'exploitation, souvent, va avoir des astreintes pour pouvoir résoudre les problèmes quand ils surviennent. Et donc pour ça, pour travailler correctement pendant ces astreintes, ces équipes ont besoin d'informations claires et rapides sur l'état de santé du système, des matériels et des logiciels. Un petit exemple au quotidien de quelqu'un qui fait de l'exploitation, c'est cette personne. Cette personne, c'est une téléopératrice de voie de péage. Son but, son objectif, c'est de s'assurer que la circulation est fluide dans les voies de péage. Et ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est le fait que dans son environnement de travail, elle a plein d'écrans, plein d'informations en même temps qui s'affichent. Donc, on se rend bien compte que là, chaque information doit être juste, pertinente et immédiate. S'il y a un problème qui survient, il ne faut pas qu'elle passe du temps à se dire « Alors attends, est-ce que c'est vraiment un problème ? Ah oui, qu'est-ce que je dois faire là à ce moment-là ?» Non, chaque seconde compte, puisque chaque seconde où, par exemple, un véhicule est bloqué dans la voie, en heure de pointe, un 15 août, à Saint-Arnoux, ça s'accumule, ça remonte. Et le problème, c'est que quand il y a trop de bouchons,
Ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir un gros manque à gagner pour l'exploitant autoroutier, parce que là, il y a le préfet qui peut décrocher son téléphone et dire « Non, là, c'est pas possible, ton bouchon. Donc tu ouvres les voies de péage, tu laisses passer les véhicules, tant pis. » L'idée derrière tout ça, c'est de vous dire, voilà, quand vous développez une application, vous avez que ça en face de vous, quasiment. Par contre, quand l'application va être exploitée, utilisée au quotidien, peut-être que la personne, elle a beaucoup d'autres choses autour d'elle, et donc son niveau de familiarité avec l'application, forcément, il va être moindre. Donc, il va falloir qu'on l'aide. Retour sur les slides. Alors, dans la suite, je vais utiliser des petits exemples de code et de lignes de log pour vraiment illustrer les propos. Ces exemples, en fait, s'inscrivent dans un petit logiciel de lecture de fichiers plats. Ce petit logiciel, il va parcourir un répertoire qu'on lui donne en entrée. S'il trouve des fichiers, il va les analyser et puis les déplacer dans un répertoire de sauvegarde. Voilà, ça va nous servir juste d'illustration. Les traces et les logs. Alors, quand on produit quelque chose, quand on crée quelque chose, ça s'applique aussi quand on développe un produit, il faut qu'on s'intéresse à la personne destinataire de ce qu'on est en train de produire. Qui est-elle? Quel est son niveau de connaissance, de compétence face à ce qu'on lui donne? De quoi elle a besoin? Et éventuellement, quel est le résultat attendu à l'issue de ça? Les product owners connaissent bien ça, ça s'appelle des personas. Un fichier de log, pourquoi ce ne serait pas en fait un produit, quelque part? Donc intéressons-nous à qui va consommer ces fichiers, dans quel but, et donc quel est le besoin de ces personnes-là. C'est pareil pour un professeur qui va, pour préparer son cours, s'intéresser au niveau de connaissance de ses élèves avant le cours et à quel niveau il doit leur délivrer à la fin. En premier lieu, donc dans la vie d'un logiciel, les fichiers de log vont être très utiles, surtout au début, pour réaliser le développement. Donc c'est vraiment un outil pour les équipes de développement. Ça va aider à mettre en place le code. Et puis, du coup, on va être souvent sur des choses très techniques et pas très métiers. On a tous déjà fait ce genre de choses. Donc là, on est sur des trucs... Ok, je suis là, je suis dans telle méthode, je crée tel objet, etc. On est vraiment très technique. Donc ça, à part l'équipe de développement, ça intéresse personne et personne va comprendre de toute façon ce qu'on a marqué. Bien. On a réussi à développer quelque chose qui fonctionne à peu près, qui commence à être utilisable. On peut l'envoyer en test. Là, on a un public supplémentaire. On a l'équipe de test qui va pouvoir commencer à consommer les fichiers de log. L'équipe de test, si vous avez de la chance, c'est une équipe distincte, qui est peut-être pas une équipe de développeurs et de développeuses, donc qui va pas du tout comprendre les aspects techniques et qui, elle, veut juste savoir ce qui se passe vraiment fonctionnellement pour pouvoir recouper ça avec les spécifications, les cahiers des charges, etc., mais avec des choses qui sont métiers. Donc ce qui est important de faire à ce moment-là, c'est d'avoir quelque chose qui permette aux équipes de test d'avoir de l'autonomie, de comprendre quand il y a un comportement inattendu qui se passe, si c'est effectivement un problème, une anomalie, ou si c'est juste une erreur dans les conditions de test, ou un problème d'interface chaise clavier, comme on dit. Plus l'équipe de test est autonome déjà pour préfiltrer les anomalies qu'elle rencontre, plus l'équipe de développement, elle est tranquille pendant que le logiciel il est en test. Évidemment, les fichiers de log vont également permettre à ce moment-là de corriger les anomalies, et donc plus les informations sont claires et pertinentes dedans, plus c'est facile, parce que quand l'issue sur Git arrive, on a le fichier de log, le comportement qui a été observé, et déjà on peut commencer à travailler. Donc par exemple, je reçois une erreur pendant le traitement d'un fichier en particulier, j'indique le nom du fichier, et puis voilà. On est sur quelque chose où on ne parle pas des objets du code, on est vraiment dans le domaine métier là. Enfin,
normalement, le logiciel arrive en production. Ce qu'on essaye. Donc à ce moment-là, on a les équipes d'exploitation, les équipes d'astreinte, qui vont s'ajouter à la liste des personnes qui vont consommer nos fichiers de log. Et donc là, le but, ça va être également d'aider l'exploitation, donc de l'aider à connaître l'état de santé de l'application, du système, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et puis en cas de problème, d'anomalie, ces informations doivent permettre de déterminer rapidement s'il y a une action à faire et laquelle. De cette façon, en cas d'astreinte, le téléphone sonne à 2h du matin, si vous avez le fichier de log qui vous dit erreur, il s'est passé ça, et là pour le résoudre, il faut faire ça, c'est quand même génial. On se recouche un petit peu plus rapidement. C'est quand même plus confortable et plus agréable. Et bien entendu, là encore, ces lignes de log vont être peut-être même le seul indice, le seul allié dans la résolution des anomalies qui vont se produire en production. Donc encore un petit exemple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la petite application d'illustration va parser un répertoire et chercher les fichiers qu'elle va trouver dedans. Si jamais le répertoire qu'on a donné en paramètres, le chemin qu'on a donné en paramètres n'est pas un répertoire, c'est évident qu'on ne peut pas travailler. Donc, on l'indique. Non, ça c'est pas un répertoire. Je fais rien et puis va corriger la configuration. Quand un logiciel tourne, quand un logiciel s'exécute, une solution est mise en place. Potentiellement, dans ce qui permet d'observer ce qui se passe, on n'a pas que les fichiers de log. On peut avoir des systèmes de supervision. Alors, est-ce que j'arrive à pointer? Ça se voit pas beaucoup. Donc, comme Eyes of Network, on va y revenir après. On peut avoir des fichiers d'audit, une base de données qui va consigner, historiser un certain nombre d'informations, un journal d'événements, et puis on a également le retour utilisateur. Et donc ce travail qu'on va faire de déterminer des niveaux de criticité et puis des informations pertinentes, si on le fait pour les fichiers de log, ça va aussi nous servir pour les autres éléments qu'on va vouloir alimenter, et inversement. Si on a déjà défini par exemple des retours utilisateurs qui vont dire ça c'est OK, et puis on dit OK à l'utilisateur ou on dit non, erreur à l'utilisateur, ça va nous donner aussi des inputs pour alimenter notre fichier de log. Alors, je m'attarde un petit peu sur Nagios. Donc, Nagios, comme je l'ai dit, c'est un système de supervision. Comment ça fonctionne? On va avoir d'un côté le serveur Nagios, qui va être en général en écoute, mais qui peut aussi aller solliciter les équipements qu'il va superviser. Mais en général, pour des raisons de sécurité, c'est plutôt les équipements qui viennent donner leurs informations au serveur Nagios. Ces informations, elles sont générées de façon très simple. C'est une concaténation de quelques champs qui sont envoyés, je crois, en UDP. On va avoir un premier champ qui est ce qu'on appelle le hostname. Donc typiquement, c'est vraiment le nom de l'hôte, de la machine, de l'équipement qu'on est en train de superviser. On va avoir ensuite le service name, c'est l'élément fonctionnel appartenant à cet hôte que je suis en train de superviser ou pour lequel j'envoie une information. On va ensuite avoir le niveau de gravité, OK, warning, KO, enfin erreur. Un message complémentaire facultatif, voire des données télémétriques. Toute cette ligne-là, ça s'appelle une alarme. Même si ça dit OK, c'est une alarme. Donc Nagios collecte ça et puis va pouvoir afficher des choses comme ça. Donc là, en fait, c'est pas très grand. Ici, cette partie-là, en fait, c'est un host. Et puis tout ce qui est dedans, c'est les différents services qu'on a associés à ce host. On voit du OK en vert, du error en rouge, et ici, on a du warning en jaune. Donc ici, j'ai un deuxième host avec ses services, un troisième, etc. Les informations qui vont être dans le service, ça peut être des informations matérielles.
par exemple la consommation CPU de la machine, l'espace disque restant, la mémoire occupée par un service, etc. On peut avoir des choses un peu plus liées aux services en eux-mêmes. Est-ce que tel service est démarré ou non? Est-ce que j'arrive à faire une requête HTTP dessus, par exemple, dans le cas d'un service web? Et puis on peut aussi avoir des informations complètement métiers. J'ai réussi à générer mes factures. J'ai réussi à faire des virements, etc. Mais vraiment des informations complètement liées aux fonctionnalités requises pour notre application. Donc ça, c'est la vue liste. Bon. C'est difficilement exploitable quand même. Si on doit scroller comme ça pour tout vérifier à chaque fois, c'est quand même pas très agréable. Mais heureusement pour ça, il y a le plugin Nagvis. Donc Nagvis, ça nous permet d'avoir un affichage un petit peu plus agréable, on va dire, et complètement personnalisable. Donc ça consiste en deux choses. D'une part, le fond de carte. Le fond de carte, c'est tout bonnement l'image qu'on a. Donc ça, c'est un fichier qu'on va charger, qu'on va donner à manger à Nagvis. On va dire ça, c'est mon fond de carte. Donc on crée ce qu'on veut. Et par-dessus, on a donc les icônes en jaune et en vert qu'on vient positionner. Et c'est pareil, c'est du drag and drop dans l'interface. Pour dire là, je mets ça. Et derrière chaque icône, en fait, on a la synthèse de différents services qu'on veut superviser. Et cette synthèse, pareil, elle est créée en configuration. Donc on dit, telle synthèse que j'appelle, mettons synthèse 1, c'est l'état du service trucmuche sur tel host, combiné avec l'état du service trucmuche sur tel autre host, et ainsi de suite. Et la règle, c'est que si tout est OK, j'affiche une icône en vert. Si j'ai au moins un élément parmi tout cela qui est en warning, je vais me retrouver avec une icône de warning en jaune. Et si j'ai au moins un état en critique, je vais avoir une synthèse en critique. Donc là, pour une équipe d'exploitation, là j'ai une vue de synthèse de l'état de ma solution que je suis en train d'exploiter. On peut imaginer par exemple pour un réseau de transport en commun, il a la carte de synthèse de son réseau, et puis il a une bulle pour chaque pour chaque arrêt de tram par exemple, avec la synthèse de l'état de son distributeur de tickets, etc. Savoir si c'est OK ou pas. Petit avantage aussi. Là, on a un truc qui s'appelle Acknowledge, en fait, c'est que ça permet aux équipes d'exploitation, quand il y a quelque chose en chaos, alors là, j'en ai pas un au-dessus, mais si jamais j'ai un critique, la personne peut venir dire « Ok, j'acquitte, ça c'est bon, j'ai pris en compte. » Donc pour l'instant, tu m'ignores l'alarme et tu me l'affiches plus en rouge, et comme ça, les autres membres de l'équipe savent que cette alerte a été prise en compte. Alors pourquoi je m'attarde sur ça, sur ces systèmes de supervision ? Parce qu'on va s'en servir, on va s'inspirer des contraintes d'une équipe d'exploitation pour choisir le niveau d'une ligne de log. J'ai encore plein de coquilles à corriger. Alors on ne va pas réinventer la roue, on va repartir des niveaux couramment utilisés, verbose, debug, info, warning et error. Donc, comment je sais dans quel cas je suis ? Alors déjà, le verbose et le debug, on est souvent quand même face à des choses qui sont très techniques. On va le réserver en fait à un public de développeurs et développeuses, et on va se donner comme objectif de l'exclure en exploitation. Pour plusieurs raisons. Parce que c'est verbeux, comme je l'ai dit, donc ça fait qu'on va être noyé après sous des informations qui sont pas tellement pertinentes, pour les besoins de l'exploitation. Le public qui va le lire n'est pas forcément un public technique, donc il va rien comprendre. Ça peut prendre de la place. Donc si on est dans des environnements d'IoT où on n'a pas beaucoup de place, ou où on souhaite réduire la bande passante qu'on utilise pour envoyer les lignes de log au concentrateur, on va éviter justement tout ce qui est debug, et on va essayer d'y aller avec parcimonie. Donc, par exemple, voilà, l'outil qui lit les fichiers dans le répertoire, quand il démarre, il m'affiche ça. Moi, en tant qu'utilisatrice, je suis pas spécialement développeuse Java, ça m'intéresse pas. Enfin, à part en phase vraiment de debug profond, où j'ai un truc très obscur qui se passe, et là, je vais avoir besoin de savoir qu'est-ce qu'il a chargé dans son contexte d'exécution. Le reste du temps,
ça m'intéresse pas du tout. Donc là, on se rend bien compte que ça, ce sont des infos qui, voilà, une fois finie la phase de développement, on se les enlève. Comment s'assurer aussi de ne pas avoir besoin du niveau debug en exploitation? C'est en se l'interdisant dès la phase de test. Si vous arrivez à corriger toutes les anomalies, ou en tout cas les plus courantes, on va dire, sans le niveau debug, il y a de fortes chances que, effectivement, après pour l'exploitation, vous n'ayez pas besoin du niveau debug, sauf vraiment cas extrême, mais voilà. Dans la plupart des cas, vous pourrez vous en passer. Donc ensuite arrive le niveau info. Le niveau info, là on va essayer de commencer à parler de tâches métiers. Et donc de rendre ça intelligible pour l'exploitant, l'exploitante. Et donc de ne pas utiliser des termes techniques. Comment on peut s'assurer que c'est intelligible? Moi je connais le produit, je suis en plein dedans tous les jours, donc tout est évident pour moi. Comment je sais si ce que je vais raconter, les utilisateurs, utilisatrices, les équipes d'exploitation vont comprendre ce que je raconte dedans? Autour de vous, autour de nous, il y a d'autres profils. Il y a les product owners, qui sont pas forcément très techniques, mais qui vont normalement connaître déjà pas mal bien le niveau des clients. Il y a les équipes de test. Ces personnes-là peuvent vous aider et peuvent relire les lignes en disant oui, ok, ça c'est intelligible, ou là, non, je comprends pas, c'est pas clair, il faut qu'on retravaille ça. On n'est pas tout seul, on travaille en équipe et donc il faut pas hésiter à aller solliciter les personnes qui vont avoir un point de vue différent, un angle d'attaque différent et qui sera plus proche au final des personnes qui vont consommer les fichiers. Et moi ce que je vous invite à faire aussi, c'est d'ajouter dans la définition of-done des stories, la fonctionnalité génère des lignes de log intelligibles pour l'exploitant. De cette façon, on n'oublie pas. Et on le fait au fil de l'eau. Et on s'oblige à le faire au fil de l'eau. Parce que souvent on se dit, ouais, allez, on le fera après. On le fait jamais après, alors que pourtant, ça a une énorme valeur. On nous dit, oui, alors plutôt quelque chose d'utilisable, machin. Oui, mais si les lignes de log, si les fichiers de log vous permettent pas d'exploiter et de comprendre ce qui se passe et de résoudre les problèmes, le produit n'a aucune valeur. Donc, petit exemple de niveau info. Je traite ce fichier, je le déplace, le déplacement s'est bien passé, ok, tout va bien. Ce niveau info, donc on s'imagine qu'en fait, c'est des choses qui vont renvoyer du vert dans une supervision Nagios. Après le niveau info, va venir le niveau warning, et lui, on va s'imaginer que c'est... on va coupler ça avec un niveau warning dans Nagios, donc à un moment donné où on va afficher du jaune dans notre système de supervision. Donc le warning, comme son nom l'indique, c'est pour décrire une alerte, super. Bon. Mais encore, on va l'utiliser quand le fonctionnement est dégradé. Ça tourne, mais pas tout à fait quand même. Ça tourne à peu près. Et surtout, on va falloir quand même surveiller ce qui se passe. Voilà. Il n'y a pas péril en la demeure, mais on est dans des cas aux limites. On est face à un comportement qui est anormal, qui est inattendu, mais c'est pas bloqué. Par exemple, quand je démarre, je m'attends à trouver un fichier de configuration qui va me donner des paramètres d'exécution. Je le trouve pas. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est prévu et je dispose de valeurs par défaut au cas où le fichier n'est pas là. On va dire, ok, là, en fait, on va le remonter en warning. Mon fichier de conf, il n'est pas là. Par contre, je vais travailler en mode dégradé avec ces paramètres-là. Ça va être typiquement un cas de warning. Un autre exemple qui serait dans cette case de warning, je suis un distributeur de carburant. J'ai plus de papier pour imprimer le reçu carte bancaire. Je peux fonctionner. J'ai le droit de délivrer du carburant. J'affiche un message à la personne à la pompe en disant « Attention, si tu as besoin d'un ticket, va à la pompe d'à côté puisque moi j'ai plus de papier. » Mais je peux délivrer mon service qui est de te donner du carburant. En revanche, si l'appareil de carte il est mort, il ne peut pas faire de transaction, là on ne peut pas rendre le service. Donc on ne sera plus dans du warning. Mais voilà, ça va être des choses comme ça. Et puis enfin, error. Error, on va le coupler au rouge dans un système de supervision.
Et donc on va le réserver aux alertes graves. Donc le fonctionnement est vraiment en péril. Et surtout, et c'est là le critère qui va peut-être permettre souvent souvent vous permettre de savoir si c'est vraiment de l'erreur ou pas, c'est qu'une action est nécessaire pour remédier au problème et urgemment, enfin pour que voilà, on puisse de nouveau rendre le service. Une action nécessaire immédiatement. Et ce critère-là, en fait, il vient d'une équipe d'exploitation de réseau de transport en commun avec qui je travaillais, et puis je commençais à leur montrer un peu les informations de la supervision d'AJOS que je donnais. Ils m'avaient dit, non mais là, dans ce cas-là, il faut pas mettre du rouge, parce que nous, du rouge, c'est le gars, il décroche son téléphone, et il doit faire un truc, il doit envoyer quelqu'un sur place pour faire un truc tout de suite. Donc, voilà. L'action nécessaire, ça peut être vraiment le critère qui va dire ok, là je mets en erreur. Donc si je reprends mes exemples de tout à l'heure, j'ai pas de fichier de conf, mais j'ai pas de valeur par défaut. Je peux pas démarrer, je suis en erreur. Il faut vraiment aller donner un fichier de conf pour pouvoir démarrer. Autre exemple, je suis un distributeur de titres de transport, j'ai plus de papier pour imprimer le titre de transport. Je peux pas rendre mon service, c'est bloqué, il faut que quelqu'un vienne remettre du papier. Donc dans l'exemple de notre application, le répertoire, le chemin qu'on m'a donné, c'est pas un répertoire, il faut vérifier. Typiquement, on est vraiment dans un cas d'erreur. Alors forcément, après, ça va dépendre à chaque fois, vous, de votre contexte et de ce qui va être critique ou pas pour le rendu du service de vos applications. Bon, très bien, on a quelques idées pour savoir si on est dans du debug, info, warning ou error. Maintenant, qu'est-ce qu'on marque derrière ? Comment on peut structurer un peu tout ça ? Donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand une anomalie va survenir en production, le contexte, ce qui s'est passé avant, vous l'aurez pas. Vous n'aurez pas un utilisateur, une utilisatrice au bout du téléphone, j'ai cliqué là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis non. Donc il va falloir se donner des infos pour savoir ce qui s'est passé. Et aussi, pour se faciliter le travail, on va essayer de se donner des infos de où est-ce qu'on est dans le code. Dans quel fichier source, quelle est la méthode dans laquelle je suis, quel est le numéro de ligne. Ce qui est bien, c'est que dans certains langages, on a des constantes. En C++, notamment, on a des constantes préprocesseurs et compilateurs qui nous donnent directement ces informations-là. Donc l'avantage, c'est que c'est toujours juste puisque c'est résolu à la compilation. Et c'est quand même assez utile pour la suite. Donc on va avoir file qui va nous donner le nom du fichier, func qui va nous donner le nom de la fonction, et puis on peut avoir aussi la fonction avec sa signature, parce que des fois c'est important d'avoir la signature, avec prettyfunction ou funcsim, suivant les technos, enfin ce qu'on utilise pour compiler. Ce petit exemple-là, ça nous permet d'avoir ce genre de choses. Donc sur la ligne debug, hop là, ici, ça fait petit. J'ai mon nom de fichier avec le numéro de ligne. Ici, j'ai un prettyfunction, le int main int char étoile étoile. Et ici, j'ai le nom du fichier avec juste le nom de la fonction. Bon, voilà. Donc ça, c'est les infos. Alors effectivement, ça va intéresser que l'équipe de développement. Mais pour une équipe d'exploitation, on se rend bien compte que, ok, ça en fait, l'équipe de dev se met des infos pour elle. Je vais les ignorer. Et par contre, sur le reste de la ligne, je vais avoir les infos qui, moi, vont m'intéresser. Les infos métiers. Donc dans la suite, on va parler des objets métiers qu'on est en train de manipuler. Une commande, un article si on est sur du retail, une facture, etc. Voilà. On indique quel objet métier on manipule et puis on indique son identifiant pour pouvoir retracer son parcours dans notre fichier de log, dans le passé, voire aller après regarder des informations en base de données si on a des soucis par exemple sur le traitement d'infos qu'on a. Je sais pas, on récupère des infos en base de données liées à cet objet. C'est quand même beaucoup plus confortable si on a déjà l'identifiant qui permet d'aller voir en base et de se dire ah oui en fait tel champ il est mal codé ou je sais pas.
Quand on fait des comparaisons entre des valeurs attendues et des valeurs reçues, ben on pense à indiquer clairement l'écart. Tant que c'est pas des données sensibles, évidemment. On va pas tracer des mots de passe. Mais j'attendais une valeur, j'en ai reçu une autre. Oui, ok, on va dire, bah j'ai pas reçu la bonne valeur du champ truc-muche. Ok, mais encore, enfin là tu me donnes pas d'infos pour corriger et faire en sorte que ça fonctionne. Bah, j'ai reçu ça et j'attendais ça. Et puis on va penser à mettre des caractères pour identifier le début et la fin de la valeur reçue et de la valeur attendue, pour détecter les écarts sur les espaces. C'est true story. Ça peut vraiment arriver. Dans les cas où on a du padding, si vous n'avez pas quelque chose qui identifie le début et la fin, bah, vous allez passer à côté de certains écarts. Puis on indique évidemment le traitement métier qu'on est en train de réaliser, générer un fichier, le consommer, etc., le déplacer. Voilà, on parle métier. Et j'en ai déjà parlé, les actions possibles en cas d'anomalie. Et alors ça, on peut les mettre soit directement dans le fichier de log, mais on peut le mettre aussi en annexe. Ça, c'est, j'ai envie de dire, ça va dépendre de votre contexte projet, de votre contexte global. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire que dans les traces, ça va être forcément, on est sûr que c'est couplé au logiciel, mais ça nécessite, en cas de correction, si on a besoin de corriger les actions possibles, en fait, on ne peut pas le faire sans relivrer l'application. Tandis que si c'est dans un fichier dédié, ça permet de mettre à jour ces choses-là, indépendamment du logiciel. Ces actions possibles, évidemment, il faut qu'elles soient donc aussi intelligibles par l'équipe d'exploitation. Donc, quand on le met par exemple en annexe, dans un manuel d'exploitation, ça peut être quelque chose qu'on fait vraiment à 4 mains, avec les product owners, ou les équipes de support client, etc., pour bien reformuler et que ce soit bien intelligible. On ne vous demande pas de savoir vous adresser complètement toujours au côté client. Vous avez le savoir du fond. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais après, le transformer pour rendre ça un petit peu plus intelligible côté client, ça peut être fait par d'autres personnes. Donc un petit exemple, encore. Je parse les lignes du fichier que j'ai intégré. Je trouve un fichier, je suis en train de parser chacune des lignes. Ah, le champ numéro 3 n'est pas correct. 2024-12-06, c'est pas une date valide. Ah bon? Pourquoi? Oui, puisque j'attends le format jour, mois, année. Ah, ok. Voilà, quelque chose de clair. L'action, corriger le fichier et réessayer. Ok. Bon. Ok, on a pas mal d'inputs, on est content. Il y a un petit peu de réglementation quand même qui va venir un petit bémol dans tout ça. Quand on fait du paiement, on a le PCI DSS qui vient nous dire qu'il faut sécuriser quand même certaines données. Notamment le PCI va dire tout ce qui est données carte bancaire et dérivés, ça se stocke de façon sécurisée. C'est-à-dire que c'est chiffré en base de données, voire même la base de données est elle-même sur un disque chiffré, etc. Enfin, PCI DSS, c'est un truc long comme le bras qui dit tout ce qu'il faut faire et tout ce qui est interdit. Et donc notamment, il faut protéger les données carte bancaire. Donc c'est pas pour les tracer en clair dans les fichiers. C'est dans les fichiers de log, bien évidemment. Très bien. Donc si j'ai besoin de suivre mon objet carte bancaire ou quelque chose, je vais l'identifier d'une autre façon, avec quelque chose qui est safe. Vous faites peut-être pas de paiement, mais vous avez peut-être des données utilisateurs pour lesquelles la CNIL nous donne le RGPD et qui nous dit les données utilisateurs, c'est pareil, il faut les protéger. Donc on va éviter de tracer les noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone des personnes qui viennent se connecter à notre service. Là encore, si j'ai besoin de suivre, de dire j'ai tel utilisateur qui s'est connecté à son profil, qui a voulu changer son adresse, et on va peut-être pas noter, il a enlevé telle adresse, il a mis telle adresse, on va devoir changer l'information qu'on met, tout en gardant l'utilisabilité, j'ai envie de dire, de l'information qu'on est en train de rédiger, ou tronquer les données pour les rendre, correctes. Et puis, Vincent en a parlé tout à l'heure,
tout récemment est apparu le Cyber Resilience Act. Et donc ça va plus loin, parce que vous dites, ouais, moi je fais de l'IoT, en fait j'ai pas de données utilisateurs dans ma solution, donc c'est bon, je suis tranquille. Ben non. Donc en octobre dernier a été signé donc ce Cyber Resilience Act qui demande l'intégration, enfin la prise en compte, je cherche ma souris, oui, là. La prise en compte de la sécurité tout au long de la fabrication, enfin des produits, donc la sécurité aussi bien matérielle que logicielle, et ça va impacter toute la chaîne en fait de production et de vente. Donc c'est-à-dire que même les revendeurs vont avoir des contraintes vis-à-vis de ça. Donc dans notre cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, pareil, dans nos logs, on va faire attention à ce qu'on donne et à ce que ça ne constitue pas une faille de sécurité. En fait, l'idée derrière ce Cyber Resilience Act, c'est de dire, en fait, les objets connectés peuvent présenter une porte d'entrée, constituent vraiment une faille de sécurité pour accéder à d'autres systèmes par la suite. Donc, il faut protéger ça. True Story, on a vu des systèmes de déclenchement de feux d'artifice sur lesquels on se connecte via, il met un réseau Wi-Fi de mémoire, sur lequel on se connecte avec un login password, et puis en fait sur les ports série, dans un certain cas, on pouvait arriver à afficher en clair, enfin voir en clair le login et le password pour se connecter au Wi-Fi. Donc voilà, on évite de se laisser des backdoors. Typiquement. Et donc voilà, là encore avec ce Cyber Resilience Act, on va falloir faire un petit peu plus attention aussi à ce qu'on va mettre comme information dans les fichiers. Alors, si on se remet un petit peu dans du vrai code maintenant, des lignes qu'on va pouvoir mettre, donc c'est toujours le même outil de parsing de fichiers dont je parle depuis le début. Donc c'est un outil qui avait été codé par Benjamin Delussa, c'était un petit projet perso à lui, et il a bien voulu que je mette les mains dedans juste pour rajouter des logs. Donc le contexte d'utilisation de ce petit logiciel, c'est qu'il va s'exécuter toutes les 2 minutes sur la machine. Et puis regarder si il a du contenu à analyser ou pas dans son répertoire, et déplacer les fichiers. Donc le but, c'est évidemment pas de faire une revue de code, on n'est pas là pour ça, c'est juste de vous donner une petite illustration de tout ce dont je parle depuis une demi-heure. On va mettre en surbrillance les lignes intéressantes, rassurez-vous. Donc je suis au début de ma fonction d'import de fichiers. De dire que je suis au début, c'est évident, on l'a vu tout à l'heure, que c'est du debug. Ça va clairement pas intéresser les personnes qui vont utiliser l'application par la suite. Je me dis que je vais vérifier quand même que le chemin fourni est bien un répertoire. C'est pareil, c'est du debug. En revanche, si c'est pas le cas, je ne peux pas travailler du tout. On l'a vu tout à l'heure, donc c'est de l'erreur. Très bien, je continue. J'ai bien un répertoire. J'ai bien mon répertoire. Je vais regarder si j'ai des fichiers à traiter. Donc, le fait de dire que je vais vérifier si c'est des fichiers à traiter ou pas, c'est clairement du debug. Ça ressemble un peu des fois aux commentaires de code qu'on se met quand on commence à faire l'algorithme. On dit tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. En fait, on peut très bien aussi se les mettre directement en debug. Ça nous donne tout de suite les infos dans nos fichiers de log de où on en est. Donc, j'ai pas de fichier à traiter. Là, je l'ai mis en info. Et puis bon, on se dit, ouais, mais en fait, ça tourne toutes les 2 minutes. Donc, c'est-à-dire que toutes les 2 minutes, si j'ai pas souvent des fichiers et que c'est pas grave, je vais avoir une info qui va me dire, j'ai rien trouvé, ou j'ai rien trouvé. Peut-être que là, on va se dire, non, en fait, à l'usage, c'est peut-être pas de l'info, on va plutôt le mettre en debug parce que c'est pas intéressant et ça vient polluer le reste des traces. Donc, ça, c'est pour vous montrer que des fois, on va avoir on va avoir certains choix qu'on va être amené à revoir en fonction de l'utilisation et des retours qu'on peut avoir aussi de la part du client. Bon, j'ai pas trouvé de fichier, donc je continue. J'en ai trouvé, je continue, je dis que je vais les traiter. Très bien, c'est pareil, on est sur du debug, clairement. Puis je suis à la fin de cette méthode d'import de fichiers. Donc pareil, on est sur du debug. Ok, je commence à lire mon fichier, toujours du debug. Je vérifie que ce qu'on m'a donné, c'est bien un fichier, parce qu'en fait, la fonction d'en haut va chercher les éléments d'un répertoire, mais elle ne sait pas que c'est des fichiers ou pas.
Donc je vérifie que c'est bien un fichier. Je peux tomber sur un répertoire. Là, j'ai choisi de le mettre en info. Pareil, si on se dit que le répertoire, en fait, il est légitime, on va se dire, bah non, ça, je vais peut-être le mettre en debug, parce que c'est pareil, toutes les 2 minutes, il va me dire, bon, ça, en fait, c'est pas un fichier, c'est un répertoire, donc je vais pas le traiter. Parce que si jamais on s'est dit, tiens, je vais mettre le répertoire backup en sous-répertoire de mon répertoire de travail, voilà, on va voir ça qui va arriver tout le temps. Donc pareil, ça, on pourrait le déplacer vers du debug. Puis si jamais l'élément que j'ai, c'est pas un fichier, c'est pas non plus un répertoire, c'est bizarre, je suis pas sûr que ça puisse arriver d'ailleurs. Mais là, clairement, il y a quelque chose. Je peux pas analyser cet élément-là. Donc soit peut-être le fichier est corrompu et on n'arrive pas à le lire, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'estime qu'il faut qu'un humain aille regarder ce qui se passe. Donc là, je le mets en erreur. Je peux pas travailler sur ce fichier-là, sur cet élément-là. Je déclenche le traitement du fichier. Donc là, je le mets en info parce que j'ai envie d'indiquer que ce fichier-là, enfin d'indiquer quels fichiers ont bien commencé à être traités. On va déclencher les traitements sur chacune des lignes. Donc pareil, les infos de voilà, je fais telle ligne, etc. C'est du debug. En revanche, s'il y a une ligne que je n'arrive pas à interpréter, là on est dans de l'erreur puisqu'il faut corriger le fichier et que j'ai pas pu interpréter ce contenu. Et le contenu de la ligne, je l'ai encadré. On le trace et il est encadré. Alors là, j'ai mis des tirets. On va voir tout à l'heure, c'est pas le plus judicieux comme marqueur de début et de fin de ligne, mais voilà, c'est indiqué. Et puis j'indique tout mon contexte. Je suis en train de traiter tel fichier, j'ai rencontré une erreur sur telle ligne. Comme ça, on a tout de suite les informations et on n'est pas obligé de faire du pas à pas pour dire attends, il a planté sur le fichier, mais c'était sur quelle ligne et dans quel champ. Là, on l'a tout de suite. Évidemment, en cas d'exception, je sors une erreur également, je re-indique quel fichier j'étais en train de traiter, parce que potentiellement j'en avais plusieurs dans le répertoire à ce moment-là. Et puis voilà, je vais aller déplacer mon fichier une fois que c'est fait. Si le répertoire de destination n'existe pas, je le crée, c'est pas de l'information très pertinente. J'indique que j'ai réussi à le déplacer, et par contre, si j'échoue, là on est dans de l'erreur. Quel fichier j'ai échoué à déplacer et c'était quoi la cible de déplacement. Je suis à la fin, on est sur du debug. À l'exécution, en niveau debug, voilà ce que ça nous donne. Donc, ouais, c'est très verbeux. On voit jusqu'en bas, ouais. C'est très très verbeux. On voit bien que c'est pas utile au-delà d'une phase de développement. Donc maintenant, si je me mets dans un niveau info, là on a quelque chose déjà de beaucoup plus clair et agréable à lire. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, là le contenu de ma ligne en erreur, c'est pas judicieux d'avoir mis un tiret puisque j'ai déjà des tirets en fait qui sont mis par le logger dans d'autres éléments. Donc on pourrait mettre typiquement des guillemets, qui est quand même souvent un caractère utilisé. Mais voilà, là j'ai mon tiret au début et à la fin. Et puis dans certains cas, c'est le cas notamment aussi souvent dans l'IoT, on peut se dire non, je veux juste les erreurs et les warnings. Bon, dans mon exemple, j'ai pas de warning, mais voilà, tout ce qui est info, j'en veux pas parce que je veux vraiment limiter au maximum la quantité d'informations que j'écris. Donc on peut se limiter au niveau erreur, et c'est pour ça qu'on va redonner toutes les informations parce que on pilote pas forcément quel niveau va être mis en exploitation. Et donc s'il faut commencer à dire ah oui, alors est-ce que vous pouvez activer les niveaux info parce qu'en fait on n'a pas tout ce qu'il faut dans le niveau erreur, on ne sait pas sur quel fichier on était. Non, donc on remet bien toutes les infos, surtout quand on est sur des warnings et des erreurs, pour être autonome sur la compréhension du problème. Alors en synthèse, donc tout ce qui est debug, verbose, on le réserve aux phases de développement et un public de développeurs et développeuses. L'info, le warning et le error, on construit ça pour que ce soit intelligible pour de l'exploitation. Le warning si c'est sans impact immédiat pour rendre le service. Et l'error s'il y a une action nécessaire immédiate pour remédier au problème. On pense aux constantes magiques du langage pour s'aider à se resituer dans le code.
On identifie les objets et les traitements métiers. Et on inclut les logs dans la définition of done de nos stories. Alors, une petite conclusion, moi je trouve qu'on a quand même un métier qui est formidable pour en découvrir plein d'autres, pour découvrir les contraintes et les métiers de nos clients. Donc autant s'en servir, voilà, et nous enrichir d'eux. Et puis il me reste juste à vous remercier et à remercier l'organisation du DevFest, voilà, de m'avoir reçu, et puis de votre attention. Donc on a un petit peu de temps pour les questions. Et pendant les questions, s'il y en a une par là-bas. Donc si vous voulez me contacter, c'est un sujet aussi dont j'ai parlé pour la première fois dans le podcast de Sylvain. Il est juste là. Donc... Bonjour Sylvain. Voilà, vous avez le QR code. Et puis pensez au feedback. Voilà, c'est toujours utile pour nous de savoir si c'était clair pour vous ou pas. Bonjour, du coup. Bonjour. J'aurais une question sur la durée de conservation des logs. Combien de temps vous préconisez ? Ça dépend du contexte. Ouais, j'imagine. Non, c'est-à-dire que je sais qu'il y a certains cas, par exemple, où tu vas avoir des obligations légales de conservation, mais c'est plus sur des données, mais ça peut être aussi sur des logs. Ça va dépendre de la réactivité des équipes d'exploitation, c'est-à-dire que si on a des choses qui arrivent où ils disent en fait il y a 2 semaines il s'est passé ça, bon tu sais que tu vas avoir une rétention à 1 mois. Ça va dépendre aussi de l'espace de stockage dont tu bénéficies évidemment. Et après, alors il y a peut-être des contraintes aussi légales qui vont dire que tu n'as pas le droit de conserver plus d'un certain temps, mais je les ai pas forcément en tête. Voilà, souvent on est sur des choses à 1 mois, t'es souvent pas mal, mais après, ça va vraiment dépendre des workflows. Si par exemple t'es sur des flux assez longs, et où tu peux avoir des choses à analyser bien après coup, parce que en fait il a fallu attendre que le 2e ou 3e intermédiaire à la fin au bout et voilà est consommé ou pas. Donc voilà, ça va vraiment dépendre en fait de ce que tu es en train de loguer et de voilà à quel point tu vas avoir besoin de pouvoir remonter loin ou pas quoi. Donc après, tu as l'archivage aussi pour compresser, etc. Donc c'est souvent ce qui va être fait. Enfin, tu peux avoir par exemple un historique d'1 semaine. Ce qui a plus d'1 semaine, tu vas le compresser et l'archiver pendant 1, 2, 3 mois, et puis purger au-delà quoi. Mais voilà, ça va vraiment être à réfléchir en fonction voilà, du projet, des clients, etc. Merci. Il y a une question là-bas. Bonjour. Est-ce que vous auriez des exemples d'outils permettant comme ça d'agréger les logs ? Alors pour l'agrégation, alors dans le concentrateur de logs, j'en connais 2. Je ne saurais pas dire si je les recommande ou pas. Il y a Splunk, donc qui va permettre de concentrer vraiment des fichiers de logs en provenance de différentes sources et puis de faire de la recherche dessus. Et après, tu as Syslog, les serveurs Syslog qui vont pareil les concentrer. Je sais plus si dans la suite élastique il y a des choses qui permettent de faire ces choses-là. Et sinon, je sais que cet après-midi on parle d'open télémétrie, donc peut-être que le monsieur qui en parle a des inputs aussi là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai pas. Après, je connais pas beaucoup d'outils et donc je saurais pas t'en conseiller un plus qu'un autre. Okay. Mais juste une deuxième question. Est-ce que au bout, on a mis plein de traces de debug. Ouais. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça peut être bien de les enlever ? D'enlever dans le code si on se dit que ça c'est stable pour éviter de se polluer, ou est-ce que ça peut...
Alors, si tu as besoin d'alléger ton code, ta base de code, tu peux. Après, logiquement, c'est quelque chose que tu vas pas activer. L'avantage de mettre en niveau debug, c'est qu'après, à l'exécution, tu choisis ce que tu actives ou pas. Et donc, quand c'est stable, effectivement, tu désactives ton niveau debug. Et ça peut même être une bonne pratique. C'est-à-dire que dès qu'effectivement, pendant la phase de développement, tu commences à avoir quelque chose qui tourne bien, hop, de dire, ok, j'enlève le debug, je vois si ça fonctionne. Mais j'aurais quand même tendance à ne pas les enlever du code parce que tu vas forcément faire des évolutions, de la maintenance sur les choses, et donc en phase de développement, tu risques d'en avoir besoin. Tu changes une dépendance, tu montes de version une dépendance pour résoudre des problèmes de sécurité ou juste par bonne pratique, et puis là, ça va te péter des trucs. Tu risques d'avoir besoin quand même de ces debugs. Donc voilà, si vraiment c'en est un où tu sais, ouais, non, là c'est bon, je peux l'enlever. Enfin, je suis au début de la méthode, etc. Tu sais que tu en auras plus besoin, éventuellement. Mais voilà, je dirais pas trop de ménage quand même, parce que de toute façon, à l'usage, justement, tu choisis ta granularité. Oui, parce que ça prend quand même toujours de l'espace, et les traitements, des fois, ça peut être... Alors, ça va... Si tu l'actives pas, ça te prend pas d'espace dans ton fichier, mais effectivement, tu as raison, ça peut avoir des impacts de perf. Suivant les langages, il y a des choses que tu peux n'activer que si tu es compilé en debug, à ce moment-là. Et donc, quand tu compiles en release, tu vas pas les avoir. Donc effectivement, ça peut être un critère qui va faire que voilà, tu vas avoir besoin de les enlever. Mais voilà, je conseillerais pas de dire on dégage tous les debugs, on est stable. Ok, merci. Mais trouver d'autres astuces pour résoudre les problèmes de performance. C'est la fin du temps, je pense. En tout cas, donc merci encore de votre attention. Et puis bon appétit.